Ah, j'ai parlé en italien parce que bien sûr, on en est arrivé à la section sur l'Europe avec Yann-Anthony Nogues. Bonsoir Yann-Anthony. Bonsoir Olivier, bonsoir monsieur. Le Bonsoir. grand sujet évidemment en Europe depuis quelques temps, depuis peut-être trop longtemps maintenant, c'est l'austérité. Il y a eu un sommet européen. Selon vous, l'austérité, est-ce que ça va finir par marcher? L'austérité, stop ou encore? Stop. Mais encore. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'il faut absolument guérir budgétairement et mourir économiquement et socialement. C'est plus possible. Et on ne le voit pas seulement dans des pays du sud de l'Europe. Les recommandations du FMI sont claires. Et d'ailleurs, il faut bien voir aujourd'hui que si vous ne préservez pas les perspectives d'emploi et de croissance, comment est-ce que l'on peut s'en sortir? Je l'ai dit, d'une certaine façon, on nous impose de telles cures que le malade va finir par mourir guéri. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. En revanche, que l'on fasse attention à nos dépenses, que l'on réduise les déficits, que l'on baisse la dette, c'est essentiel parce que ceux qui paieront sont nos enfants. Donc il faut changer cela. Mais pour le reste, de tailler à la serpe dans tous les budgets, cela n'a aucun sens. Donc selon vous, Xavier Bertrand, Angela Merkel nous mène droit dans le mur. Angela Merkel est en train de conduire l'Europe avec une politique qui convient tout à fait à l'Allemagne. C'est un pays qui a une monnaie forte, qui a une faible démographie, qui a en plus une industrie qui se porte elle très bien, très exportatrice, avec une très forte valeur ajoutée, et qui est tout à fait pour le libre-échange. Mais ce que veut aujourd'hui l'Allemagne, pour l'Allemagne et pour l'Europe, n'est pas forcément aujourd'hui la panacée pour l'ensemble de l'Europe. Merkel va vous dire, nous on s'est organisé, on bosse. Et mais on est à 27. On a les résultats. À 27. Eh bien oui, mais alors écoutez, les wagons de queue, ils n'avaient qu'à faire les efforts nécessaires. Oui, mais une chose est certaine. Autant je suis attaché à mon pays, au rayonnement de mon pays. Autant, je le dis aussi très clairement, je suis européen parce qu'à 66 millions de Français, dans le concert international, dans la compétition internationale, nous ne pouvons pas réussir seuls. C'est la même chose pour l'Allemagne. Bien sûr que nous avons besoin du couple franco-allemand, de ce moteur franco-allemand. Mais il faut bien aussi qu'on ait un rééquilibrage en Europe et que de dire en permanence de l'austérité ou un euro fort, je suis désolé, tout ça nous a fait détruire des emplois depuis des années et des années. Alors les Allemands, ils avaient fait leur réforme déjà il y a quelques temps, mais les Lettons, par exemple, pour eux, les Lettons en pleine crise, ça a marché pour eux, l'austérité. Est-ce que vous pensez que c'est juste une question de modèle et que ce qui marche au nord ne peut pas marcher au sud, en Grèce par exemple? Ça n'est pas du tout une question géographique. C'est qu'il faut voir quels sont les efforts que l'on fait consentir aux économies et aux peuples. Et en ce qui concerne les Lettons, il n'y a pas beaucoup d'économies en Europe qui ressemblent à l'économie de la Lettonie. Donc, ce que je vous disais à l'instant, qui est très important, sur les traités européens, quand on nous dit qu'il y a cette nécessité de lutter contre l'inflation et d'avoir un euro fort, c'est vrai. Mais il n'y a pas que cela qui est écrit. Il y a aussi la possibilité, et c'est le rôle possible de la Banque centrale, de jouer le jeu de la croissance, des emplois et de la création d'emplois. Pour vous, il faut faire tourner les planches à billets? C'est pas faire tourner les planches à billets, mais ne pas imposer des efforts drastiques à nos économies. Xavier Bertrand, je vous écoute. Moi, je me souviens que Nicolas Sarkozy s'est heurté au mur Merkel et François Hollande aujourd'hui se heurte au même mur Merkel. Alors, comment on fait pour casser ce mur? C'est pas seulement la question du mur Merkel. Quand vous regardez bien sur Nicolas Sarkozy, il y avait un impératif. Après la crise financière de 2008, ça a été de gérer la crise des dettes souveraines et la crise de l'euro. L'euro a failli voler en éclats et l'ensemble de l'économie européenne. Il n'a pas joué les matamores comme François Hollande qui a dit « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais imposer mes choix au niveau européen ». Résultat, 9 mois après, il n'y a pas plus isolé que la France, hélas, et avec des conséquences. Et avec des conséquences très fortes. Quand je vous disais aujourd'hui qu'il faut bien voir quel est l'intérêt de l'Europe et aussi l'intérêt de la France, il y a un sujet majeur qui est en train de se préparer. C'est la question du traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. C'est un traité où... C'est pas fait, hein? Non, attendez, c'est pas fait. Mais alors justement, comme ça n'est pas fait, je demande au gouvernement français de dire aujourd'hui qu'il y a la possibilité d'une minorité de blocage pour renégocier le mandat de l'Européen qui va négocier avec les États-Unis. C'est Karel de Gucht, le commissaire européen en charge du commerce. Je prononce moins bien que vous, j'en suis désolé, le commissaire, pour que, bien évidemment, on n'aille pas dans la direction voulue par les Américains. Barack Obama, fin janvier, le discours sur l'état de l'Union. On attend 2% de croissance supplémentaire grâce à cet accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Sur le papier. Sur le papier. Sur le papier.
et aux États-Unis certainement. Le discours de Barack Obama, juste un instant, c'est intéressant de s'occuper de tout ce qui concerne la scène politique nationale, mais de regarder aussi ce qui se passe au niveau européen et international, parce que ça a des conséquences pour nos emplois. Barack Obama dit fin janvier, ce traité, s'il voit le jour, quand il verra le jour, sera une très bonne nouvelle pour les emplois américains et les industries américaines. J'aimerais être sûr de pouvoir dire la même chose pour les emplois français et pour les emplois européens. Et la position aujourd'hui de François Hollande, très très loin du juste échange dont il parlait pendant la campagne, ou alors du concept de démondialisation de M. Montebourg. Il est où, M. Montebourg, sur le sujet? Je le dis, les petites exceptions que veut le président de la République sur l'audiovisuel ou les normes sanitaires, c'est insuffisant. Je suis contre ce traité tel qu'il se prépare. Mais il faut aussi protéger le secteur de l'aéronautique. Il faut aussi préserver tout ce qui a trait à notre souveraineté nationale. D'avoir accès à des marchés là-bas, alors que ce n'est pas forcément le cas. Vous êtes un expert européen. À peu près. Vous croyez sérieusement qu'on va vendre plus facilement des Airbus aux États-Unis et qu'eux ne vont pas privilégier Boeing? Peut-être qu'on aurait la loi avec nous. Le peut-être du tout. Je vais remettre 2 secondes à la politique française, mais moi je suis très frappé par rapport à cet accord envisagé entre l'Europe et les États-Unis. Là, je suis en train de voir se dessiner une coalition Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Xavier Bertrand. Je me moque de savoir ce que pensent et disent les autres. Je vous dis quelle est ma conviction. Je suis européen, mais je suis exigeant avec cette Europe. Parce qu'on est aujourd'hui à 2 doigts, Olivier Mazerolle, du divorce total entre les Français, les peuples européens et Est-ce que je peux me permettre d'associer une alliance supplémentaire? Est-ce que vous êtes sur la même tonalité finalement qu'un David Cameron? Mais je ne sais pas moi exactement comment j'ai à me positionner. Je vous dis quelle est ma conviction, ma conception. Est-ce que vous êtes en train de dire quand François Hollande dit par exemple l'Europe, il faut la prendre telle qu'elle est? Non. C'est pas votre définition. Non. Donc vous pensez qu'il faut renégocier des choses peut-être? Bien sûr qu'il faut. Mais attendez, renégocier. Vous iriez jusqu'à demander un référendum? Vous n'avez même pas besoin aujourd'hui d'un nouveau traité pour avancer sur 2 sujets majeurs. L'Europe fiscale. Quand on a eu toute la question des départs, et notamment de Gérard Depardieu, et que M. Ayrault, au lieu d'insulter Gérard Depardieu, se pose la question du problème posé, ce n'était pas la différence fiscale entre la France et la Suisse, que je sache. C'était entre la France et la Belgique. C'est la même Union européenne. Augmenter les prix du tabac. Et aussitôt, c'est le buraliste belge qui se frotte les mains. Ou le buraliste espagnol. Vous ne croyez pas qu'il y a une action à faire pour unifier les prix du tabac en Europe? Et ça, vous avez besoin d'un nouveau traité? Non. Deuxième sujet. On a eu pendant bien longtemps la question du plombier polonais. En l'occurrence, il y a la règle de l'unanimité qui s'applique à tout ce qui est fiscal. Et à mon avis, il faudrait quand même un nouveau traité pour ça. Sauf si on arrive à avancer avec un groupe de pays. Voilà. D'accord. Qui prend l'initiative? Je demande à la France de prendre cette initiative. Deuxième sujet, l'Europe sociale. Si vous avez votre lavabo bouché chez vous, appelez un plombier, il n'aura pas d'accent polonais. Mais en revanche, demandez aux transporteurs français la concurrence qu'il aurait faite par les routiers roumains, hongrois ou polonais. Quand vous avez un salaire 3 fois moindre dans le transport en Hongrie, que vous avez un temps de travail 3 fois supérieur, c'est la même Europe. En 2005, eh bien, les Français aujourd'hui nous disent on veut bien de l'Europe, mais il faut qu'elle change. En 2005, c'était Philippe de Villiers qui donnait ce discours. Donc là, vous êtes en train de vous profiler peut-être en vue des prochaines européennes aussi. Si on parle du mécontentement en Europe, Jean-Claude Juncker, luxembourgeois, ancien président de l'Eurogroupe et toujours Premier ministre du Grand-Duché, il a carrément évoqué cette semaine le risque d'une guerre civile en Europe. Tout à l'heure, vous avez dit stop par rapport à l'austérité. 18 millions, 19 millions de chômeurs dans la zone euro. Alors, je cite Jean-Claude Juncker, les démons de la guerre peuvent se réveiller à nouveau en Europe. Il exagère? Je ne crois pas à cela. Par contre, je crains le divorce total entre les peuples et les institutions européennes et les dirigeants européens. Et nous avons besoin de l'Europe, je le dis, mais d'une Europe qui écoute et d'une Europe qui soit proche. Je vous donne d'autres exemples. Dans le dernier Conseil européen, regardez bien les conclusions. Nous avons le retour de la fameuse directive Bolkestein. Et M. Fabius, M. Cazeneuve, M. Hollande, ils ont dit OK. Vous avez aussi un autre sujet qui est passé un peu en catimini. C'est l'ouverture d'un nouveau chapitre pour les discussions en vue de l'adhésion à la Turquie. Alors bien évidemment, c'est pour plus tard, mais autant Nicolas Sarkozy avait voulu bloquer. On est d'accord au niveau du gouvernement français et du chef de l'État pour pouvoir discuter de la question des aides régionales. Je l'avais dit en ce qui me concerne, je suis contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Ça valait hier, ça vaut pour demain comme après-demain. Je demande au gouvernement de changer de position. Ce que je retiens, c'est que vous dites qu'il y a un fossé entre les élites politiques et le peuple. Alors justement, si on parle des européennes, là par exemple à Rome, Beppe Grillo, un humoriste, le Coluche italien qui se retrouve, enfin en tout cas qui fait un carton aux élections.
On sort un petit peu de l'Union européenne, mais l'Islande, qui a été foudroyée par la crise, le maire de Reykjavik, c'est lui aussi le Coluche islandais. Est-ce que vous croyez que les électeurs sont à la recherche d'hommes politiques avec un discours, un visage un peu plus humain? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une progression très nette du populisme? En l'occurrence, les européennes pourraient servir de défouloir. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, mais je pense qu'il faut que les politiques n'oublient pas la dimension populaire. Le populaire incarne le peuple. Le populisme suit le peuple. Et le rôle du politique, c'est d'éclairer la voie et de tracer aussi une perspective et une vision. Ce que bien souvent, on ne fait plus. Sur la question européenne, vous m'avez parlé tout à l'heure d'Airbus, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, avec la politique de concurrence qui est menée, qui passe avant la politique industrielle, est-ce qu'on serait capable aujourd'hui, en 2013, de mettre en place un nouveau champion comme Airbus ou EADS? Est-ce qu'on serait capable d'avoir à nouveau Ariane? Il faut que l'Europe change également pour qu'on ait toujours cette envie d'Europe. Il avait une question, il y a Anthony Nogues là, parce qu'il parlait des clowns. Il voulait savoir, à votre avis, il y a un clown en France qui pourrait, comme ça, ramasser la population? Non, je ne le souhaite pas. Je sais que la politique, bien souvent, peut sembler éloignée, désincarnée, ou qu'elle peut parfois donner un sentiment aux Français qu'elle ne les concerne plus, intéresse plus, mais je ne souhaite pas qu'on ait un clown ou un populisme qui se développe encore et encore. Mais ça peut arriver. Oui, je ne pense pas. Je pense pas. Eh bien, écoutez, merci Yann Anthony. Une dernière, alors vraiment, 30 secondes. Juste 30 secondes, vous pensez beaucoup à 2017, je crois comprendre au niveau national. Justement, 2017 au niveau européen, ça correspondra à un référendum au Royaume-Uni. Est-ce que le fait que le Royaume-Uni puisse quitter l'Union européenne serait une catastrophe ou... Pour le Royaume-Uni, oui. Pas pour l'Europe, pas pour la France? Non, mais je pense que le débat européen, nous l'aurons avant 2017. Je ne suis pas devin, mais qu'elle fasse avec sa coalition actuelle ou une grande coalition, si Mme Merkel est réélue, je suis sûr qu'elle imposera une marche en avant à l'Europe, que François Hollande, parce qu'il est terriblement isolé, ne pourra pas s'y opposer, et que je le dis aujourd'hui, je suis prêt, moi, à faire des pas en avant en Europe, mais je veux que l'Europe fasse des pas en avant avant ça. Merci Yann Anthony. Nous allons marquer une pause pour le journal de 19h et puis ensuite vous aurez l'interview du Point avec Christophe Onodibio qui va vous parler de l'UMP et puis vous aurez des questions de français au sujet du populisme justement. À tout à l'heure.